Début mai 2022, le Maroc a abrité l'Assemblée générale de la Banque européenne de restructuration et de développement, sa toute première en Afrique. Dans un peu plus d'un an, le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international tiendront également leur assemblée annuelle à Marrakech. Certes, le Maroc place le tourisme d'affaires au cœur de sa vision touristique, mais derrière ce geste à première vue anodin, il y a là un signe de reconnaissance donné par ces banques supranationales à un élève assidu qui n'est visiblement pas prêt à quitter les bancs de l'école. En effet, le Maroc suit depuis le début des années 60 la voie qui lui est tracée par les institutions de Bretton Woods et qui demeure aujourd'hui de mise. L'examen rétrospectif des politiques économiques entreprises depuis l'indépendance corrobore ce constat. Cette voie à sens unique, empruntée par le Royaume, repose concrètement sur la ferme volonté de construire une économie de marché, où les ressources sont affectées selon la logique de celle-ci et où le secteur privé joue un rôle central dans le développement du pays. Cela a engendré la métamorphose progressive de l'économie et une privatisation à outrance qui tente à pousser le modèle à son extrême. Seul bémol, si le Maroc parvient à se rapprocher progressivement du top 50 dans le classement de Doing Business, les indicateurs de développement, eux, peinent à décoller. Le Maroc occupe le 120e rang parmi les 189 nations et territoires, avec un PIB par tête qui s'établit à plus de 3200 $. Un rythme de croissance volatile du fait de sa dépendance des aléas climatiques et des accords de libre-échange, presque tous déficitaires. Mais cette réalité dans les manifestations sont évidentes dans le quotidien des Marocains et souvent niées par des décideurs qui préfèrent se refiler la patate chaude. Et à partir de là, comme le décrit succinctement l'économiste Najib Arsbi, l'invité de cette émission, dans son article intitulé « Pourquoi et comment le modèle de développement est en crise », on peut aisément glisser vers le marécage fumeux du citoyen qui n'est pas assez éduqué, du fonctionnaire fainéant et corrompu, de la mentalité traditionnelle des gens, des partis politiques qui passent leur temps à se mettre des bâtons dans les roues, des marchés mondiaux qui nous imposent leurs cours volatiles, de l'intégrité territoriale qui exige encore et toujours des sacrifices. Face à une telle impasse, la transition vers un État protecteur est aussi révélatrice de la quête d'un nouveau paradigme. Ou alors un modèle devant servir d'écran de fumée pour garantir la pérennité du régime prédominant. Nouveau modèle de développement, rapprochement avec Israël, recours à la ligne de précaution et de liquidité, en compagnie du professeur Najib Arsbi, nous tenterons de tracer les contours de ce nouveau Maroc qui se dessine sous nos yeux depuis quelques mois. Professeur Najib Arsbi, bienvenue dans l'angle. Wa alaykoum salam. Je suis absolument ravi de vous recevoir et est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oh, ma foi. Vous savez, moi, quand on me demande de me présenter, je préfère, évidemment, je m'appelle Najib Arsbi. Je suis né en 1952 à Fès. Il se fait que les hasards de la vie ont fait que je suis... ma profession, c'est enseignant-chercheur. Et... plutôt dans le domaine de l'économie. Et voilà, je suis en fait, au-dessus et au-delà de tout ça, je me définis comme un citoyen, jaloux de ses droits, mais aussi qui tient à accomplir ses devoirs. Alors, on tentera de brosser avec vous une cartographie de l'économie marocaine, de la place qu'occupera notre pays dans ce qui semble ou ce qui est communément admis comme le monde d'après, parler au passage du nouveau modèle de développement, du rapprochement avec Israël, et on fera le point, si vous le permettez aussi, sur l'endettement. L'économiste que vous êtes, lorsque vous rassemblez toutes les pièces du puzzle, une fois que vous avez cette vue d'ensemble devant vous, vous n'êtes pas trop traumatisé par ce qui se révèle à vous. Comment vous faites pour tenir le coup mentalement ? Non, c'est évident que quand on connaît la réalité de la situation, et surtout, quand on connaît en même temps aussi le potentiel de l'économie marocaine, évidemment, on ne peut qu'être déçu, frustré, quelquefois même accablé. Mais en même temps, je ne crois pas, je ne suis pas du genre à baisser les bras. Je pense que précisément les formidables possibilités latentes, qui sont là, mais elles sont latentes, mais elles sont là,
le potentiel du pays, de mon pays, de notre pays, permet tous les espoirs. Permet tous les espoirs. Et donc interdit de désespérer. C'est pour ça que donc, oui, on est évidemment, qui peut être content de la situation actuelle, hein, surtout quand on sait qu'on aurait pu évidemment faire infiniment plus et mieux. Mais bon, c'est pas le cas. On pourrait vous qualifier de quelqu'un de dangereusement optimiste? Vous savez, quelqu'un avait dit qu'un pessimiste, c'est un optimiste qui a de l'expérience. Bon, je pense que je suis un pessimiste dans ce sens. Je ne peux pas faire dans le « tout va bien, Madame la Marquise ». Ça n'est pas moi, ça n'est pas tout simplement l'éthique de tout un chacun qui connaît les réalités et qui se mettrait donc à la maquiller et à la rosir. Ce n'est pas acceptable. Et donc, oui, on est souvent porté à présenter un tableau qui ne prête pas à l'optimisme, effectivement. Mais c'est parce que la réalité, vous savez, croyez-moi, hein, souvent, effectivement, je me prends des fois, on se prend à se dire, mais est-ce qu'on n'est pas, justement, dans ce qu'on vous dit, est-ce qu'on n'est pas porté à être un peu trop pessimiste, à voir les choses trop noires? Ça, c'est ce qu'il m'arrive de me dire avec moi-même, hein. Mais croyez-moi aussi, malheureusement, très souvent, la réalité, quand elle apparaît toute nue devant vous, elle est quelquefois bien malheureusement pire que ce qu'on a pu penser comme étant pessimiste. Le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Voilà, ça me convient. Très bien. Bon, il y a 3 ou 4 ans, j'ai assisté une fois à une conférence à laquelle vous participiez sur il me semble, le modèle de développement, je ne vais pas dire de bêtises, dans une école de commerce que je ne citerai pas. Vous laissiez entendre, je parle sous votre supervision bien entendu, que le Maroc, étant donné que tant que le Maroc n'est pas une monarchie parlementaire, il n'y a aucun moyen de contrôle, ou il n'y a aucun moyen de contrôler l'ensemble des politiques publiques. Et vous faisiez référence à la reddition des comptes, me semble-t-il. J'ai rédigé, je me rappelle que ce jour-là, j'avais rédigé un papier, je l'ai envoyé, il n'a pas été publié, bon là, pour la petite histoire. Pourquoi, lorsque vous montrez du doigt les failles du système, on considère systématiquement qu'une ligne rouge a été franchie? En même temps, je pense que c'est votre rôle en tant qu'économiste de tenter ces lignes-là, en fait. Mais vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une ligne rouge? C'est forcément quelque chose qui est très subjectif à un ordre établi, par rapport à un ordre établi. Et en même temps, c'est quelque chose de mouvant. Vous savez, vous commencez par cette question, alors que pour moi, généralement, dans mon analyse, c'est une conclusion. Et pourquoi c'est une conclusion? Parce que ça n'est pas un préjugé, ça n'est pas un jugement a priori, c'est une démonstration. C'est un raisonnement que j'essaie de tenir le plus logiquement, le plus objectivement possible. Il arrive à une conclusion qui effectivement consiste à dire, sincèrement, je ne veux même pas, moi, entrer dans les libellés. Monarchie ci, monarchie ça. Quand on fait une analyse approfondie, l'essentiel, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Or, le contenu, c'est quoi? Ce dont il est question, effectivement. C'est tout simplement un système politique qui fonctionne de manière à être efficace. Pas simplement démocratique. C'est évident, démocratique. Mais moi, souvent, en tant qu'économiste, je me dis, la démocratie, c'est très beau, c'est nécessaire, c'est incontournable, mais en même temps, la démocratie,
si elle veut être attractive, pas pour les gens qui sont convaincus d'avance, comme nous, mais pour le peuple de manière générale, mais il faut qu'elle soit efficace. C'est-à-dire qu'elle produise des résultats que le citoyen lambda peut apprécier tous les jours dans sa vie de tous les jours. Et donc, c'est ça ma valeur ajoutée, si vous voulez, si je puis dire. La valeur ajoutée d'un économiste, c'est de montrer que la démocratie, ça promeut le développement. C'est ça. Or, ce qui se passe, le système actuel, malheureusement, ne l'est pas. Ne l'est pas, en fait, pour des raisons que chacun peut comprendre. L'économie, c'est quoi? C'est d'abord des arbitrages de ressources. C'est des choix. À l'origine de tout, c'est des choix. Un économiste, quel est son métier? Il a des ressources qui sont toujours limitées par rapport aux besoins, évident. Et le rôle de l'économiste, c'est d'arbitrer, de faire des arbitrages. Et donc, un système politique, donc en fait un système de prise de décision, doit faire des choix d'abord et avant tout en fonction des besoins de la population. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Les choix que vous faites, alors les choix d'investissement, les choix sectoriels, les choix de ce que vous voulez, doivent d'abord, le critère numéro 1 doit être: est-ce que ces investissements correspondent à un besoin prioritaire de la population? Autrement dit, est-ce que les choix ont une légitimité puisée dans les besoins de la population? Ça, c'est la première chose. La deuxième, après je parle du contenu, hein. La deuxième, c'est la responsabilité. Quand vous décidez, quand vous gouvernez, vous devez être pleinement responsable. Il ne doit pas y avoir de dilution des responsabilités. Ça, c'est le b.a.-ba de tout système organisationnel, que ce soit d'ailleurs dans un pays, dans une entreprise, dans une association. À un poste de décision doit correspondre un responsable. Pas deux, pas trois, un. Pourquoi? C'est le troisième point. Parce que c'est ce qui permet ensuite la reddition des comptes. Et là aussi, c'est par rapport à l'efficacité. Pour éviter de se refiler la patate chaude, justement. Par rapport à l'efficacité. Parce que, comme vous savez, que vous devez rendre compte à la fin de votre mandat, il n'y a pas meilleur stimulant pour réussir ce que vous faites, pour tout faire pour réussir ce que vous aviez promis, que quand vous savez, vous allez rendre compte. Donc vous allez dire: oui, j'ai réussi ça, j'ai pas réussi ça, pourquoi je n'ai pas réussi ça? Vous allez, la reddition des comptes, c'est pas simplement, encore une fois, bien évidemment, c'est un exercice démocratique. C'est au cœur du processus démocratique. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, un gage, une condition d'efficacité. Et donc, si je résume, un système qui fait ses choix en fonction des besoins de la population, donc qui a une légitimité populaire, qui exerce sa responsabilité pleinement, entièrement, clairement, et qui rend compte. C'est un système démocratique, oui, bien évidemment, mais de par ce fonctionnement, se révèle un puissant moteur de développement. Et malheureusement, le contraire est évidemment aussi exact. Quand ces conditions ne sont pas réunies dans un système politique, le moins qu'on puisse dire que c'est un système qui ne favorise pas le développement, qui peut l'entraver. C'est ça le sens de ce que je dis. Les politiques, ils vous écoutent? Est-ce qu'ils prennent le temps d'examiner vos arguments parfois? Écoutez, vous savez... Ou la dissonance, peut-être la dissonance cognitive prend le dessus. Vous savez, on n'est pas dans un système où il y a même une sorte où il y aurait même une sorte de, disons, de jeu, même d'apparence, participatif. On a un système, là aussi on a un système politique où, je dis, à partir du moment où les décisions sont extrêmement centralisées, sont largement centralisées, on a tout dit. Bien évidemment, ça n'exclut pas le fait que
faut faire de la com, il faut faire un jeu. De temps en temps, on va vous dire oui, mais on va constituer une commission. J'ai participé, par exemple, au rapport du cinquantenaire. Il y avait des débats, on a contribué, on a produit, etc. Qu'est-ce qu'on a fait du rapport du cinquantenaire? Vous voyez? Donc, il y a comme ça, chaque 15 ans, un jeu disons, d'implication des uns et des autres. Mais l'essentiel, c'est le résultat. C'est le résultat, même pour ce dit modèle de développement. Mais on a vu ce qu'on a vu. Regardez maintenant. Est-ce que le gouvernement actuel met en œuvre les recommandations? Ce sont les membres de la commission qui aujourd'hui disent publiquement que ce n'est pas le cas. Donc alors, à quoi bon tout ça? Oui, donc c'est pas la je n'ai aucun intérêt, mais je veux dire, ça n'est pas intéressant de parler d'une personne, moi ou un autre. Il faut comprendre la logique globale du système. Ce n'est pas un système qui a une propension à impliquer la plus large, que ce soit d'ailleurs la population ou les experts ou les spécialistes, etc. Quand on fera appel à des spécialistes, des experts, c'est en fait souvent plus pour apporter une sorte de caution d'expertise, à ce qu'on a déjà décidé. C'est souvent le rôle, malheureusement, des bureaux d'études. C'est ça le rôle du bureau d'études. C'est le rôle des institutions financières internationales. C'est exactement donner une caution dite, soi-disant, d'experts. Alors, a fortiori, quand c'est étranger, ça fait encore mieux. Mais l'objet, c'est quoi? C'est pas la qualité de l'expertise. C'est pas la participation. C'est pas l'autre regard. Non, c'est simplement un jeu. Et quand vous avez un expert ou un spécialiste qui vous dit ce que vous ne voulez pas entendre, dans le meilleur des cas, vous allez quand même le laisser parler. Mais après, vous allez faire ce que vous avez décidé de faire avant. Lorsqu'un État fait le pari de négliger l'éducation, je vais ratisser large et je m'en excuse d'ailleurs pour cette question, mais lorsqu'un État fait le pari de négliger l'éducation, de rafistoler sans cesse dans la santé, alors que les médecins quittent en masse, alors qu'un Marocain moyen doit attendre des mois pour diagnostiquer un cancer en IRM, je vous fais pas le dessin, je suis sûr que vous avez des écoles et des hôpitaux ici à Rabat. Comment définissez-vous en l'état actuel l'économie marocaine? Alors, l'économie marocaine ou les composantes sociales de l'économie marocaine? Vous me parlez d'éducation, de santé, etc. C'est une chose. Si vous me posez la question, quel regard peut-on jeter sur l'économie marocaine? Non, pas les composantes, sur la vue d'ensemble, sur l'économie. L'économie marocaine, pendant la crise, la pandémie d'abord, je pense que chacun a pu constater que l'image qu'on a, c'est une économie fragile, précaire, dépendante, et je dirais très sensible, extrêmement sensible, aux contraintes multiples, internes ou externes. Quand vous dites dépendante de quoi? Alors, précisément, c'est quoi la pandémie lorsqu'elle a éclaté? Je crois que d'abord, parce qu'on peut discuter de la gestion de la pandémie. Elle a peut-être eu des aspects, elle a peut-être permis de sauver des vies humaines, incontestablement, mais en tout cas, des mesures marquantes qui ont été prises qu'il s'agisse du premier confinement d'ailleurs, qui a été un confinement brutal, qui a duré longtemps, ou par la suite, jusqu'au dernier, par exemple, les fermetures des frontières, etc. Je peux vous dire que, indépendamment de l'aspect purement sanitaire de la question, sur le plan économique, ce sont évidemment des décisions qui ont plombé l'économie. Ce sont des décisions qui ont plombé l'économie. Et donc, quand la crise a éclaté, la première chose qui a été marquante, la fragilité
de précarité. Mais ce qu'on s'est aperçu lorsque tout le monde, les commerces, les activités, tout s'est arrêté, tout le monde est rentré chez lui. Qu'est-ce qu'on a pu? On a pu tout simplement constater qu'une très grande partie de la population était dans un état de vulnérabilité tel qu'il n'y avait plus de moyens, il n'avait plus de moyens de vivre, même de tenir 1 mois, 2 mois. 3 mois. Vous savez, ça c'est quand même des moments de vérité qui ne trompent pas. Quand il a fallu, je crois, 2 mois après, ouvrir la plateforme pour que les gens s'inscrivent. 5,5 millions de ménages se sont inscrits, si on compte ceux de la CNSS, etc. 5,5 millions quand même, si vous multipliez ça par 4 ou 4,2, qui est le nombre, l'effectif moyen d'un ménage au Maroc aujourd'hui, vous êtes sur 25 millions. Les 2/3 de la population, vous imaginez, qui se sont face à... Voilà, on s'est révélé vulnérable, fragile. Oui. Donc, ça c'est marquant et ça dit en réalité non seulement l'ampleur de la vulnérabilité, de la pauvreté de la population, etc. L'ampleur, c'est parce que cette réalité-là n'est en fait que le reflet aussi de l'état de l'économie, et en particulier, bien évidemment, de l'ampleur du secteur informel, qui est le cœur même de la vulnérabilité, de la fragilité, etc. Et donc, quand on a... Ça, c'est la première chose marquante. Évidemment, c'est une pandémie. La question de la santé s'est imposée là aussi. Et c'est là où, en fait, on a évidemment constaté l'état de dénuement du secteur, l'insuffisance des lits dans les hôpitaux, l'insuffisance des médecins, l'insuffisance des médicaments, etc. Même si, bien sûr, on a fait des efforts, ça et là, etc. C'est évident que la crise a mis en évidence l'état quasi délabré de la santé dans ce pays. Et en fait, au-delà, on y reviendra peut-être parce que tout ça, on en a quand même tiré des leçons. Mais pour rejoindre aussi un peu votre question, non seulement la santé, mais aussi l'éducation et le reste, en vérité, on a pris conscience qu'on avait depuis 30-40 ans, c'est-à-dire depuis ce que j'appelle le délire néolibéral des années 80 du siècle passé, on a pris conscience du fait à quel point on a négligé les services publics. L'idéologie néolibérale qui a cherché à casser l'État, toujours moins d'État, ben on a encore un moment de vérité. On s'est aperçu que face à la crise, ben finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé le secteur privé? Est-ce qu'on a trouvé quelqu'un d'autre que l'État? Est-ce qu'on a trouvé une autre institution que celle de l'État? Alors, c'est pour vous dire que là, vous en avez depuis des décennies qu'on explique ces choses-là. Évidemment, on ne vous entend pas. Vous êtes des nihilistes. Mais quand une crise comme celle-là arrive, elle fait la démonstration d'elle-même. Les faits parlent d'eux-mêmes. Vous voyez? Et donc, en l'occurrence, par exemple, ben, c'est évident qu'à travers le besoin de santé, par exemple, ben, c'est le besoin d'État. Évidemment, pas de n'importe quel État, c'est évident. On revient, si vous voulez, on peut parler de l'État social. Mais besoin que la société a besoin d'un État, mais qui, évidemment, je répète encore une fois, qu'on soit clair, hein, moi je parle d'un État démocratique, c'est une évidence, mais démocratique, ayant les moyens de prendre en charge les services publics, les biens collectifs. Donc un État-providence. L'État-providence, c'est historiquement marqué. Comme d'ailleurs l'État social. Mais honnêtement, bien sûr, si vous voulez, l'État social va au-delà de l'État-providence. On parle aussi de l'État protecteur. C'est quoi, là, ça aussi pour qu'on soit... En réalité, historiquement, après la Seconde Guerre mondiale, les pays qu'on appelle maintenant d'Occident, l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc.,
pu mettre en place un système qui permettait à la fois si vous voulez, d'instaurer les règles de l'état de droit, les règles de la démocratie. Et pour nous, dans le contexte, évidemment, de la guerre froide, Est-Ouest, tout ça, c'était des bonnes guerres. Face à l'Est, on fait la démocratie représentative, etc. Mais en même temps, et ça le plus important, ils ont pu mettre en place un État qui répond aux besoins divers et variés de la population. C'est-à-dire un État, évidemment, qui assure l'éducation, généralisée, massive, publique, gratuite, la santé également, pas simplement, qui assure par exemple la protection en cas de chômage, donc des indemnités de chômage, qui assure la retraite. C'est un ensemble. Alors si vous me dites justement l'État social, qu'est-ce qui, pour moi, l'État social, en réalité, bon, c'est cette construction qui est en fait, à la croisée de chemin, au point de rencontre entre l'État de droit et l'État-providence. Vous voyez, c'est-à-dire que l'État social transcende tout cela et fait la synthèse. Parce que l'État-providence, c'est aussi évidemment l'État qui intervient dans l'économie, qui régule l'économie, etc. Il y a la dimension économique et la dimension sociale. L'État social fait la synthèse de tout ça. Je répète, il est à la conjonction entre l'État de droit et l'État-providence. Alors, si c'est marqué, hein, historiquement, mais c'est très important de comprendre que si en 2022, au Maroc, on nous dit on va construire l'État social. A priori, moi, quand je l'ai entendu dans un discours royal, je ne peux que applaudir. Évidemment, c'est magnifique, c'est formidable. On va me dire, en plus avec un planning. Oui, bien sûr, des hôpitaux. Je dis, on va faire en 4-5 ans ce qu'on n'a pas fait depuis en plus de 50 ans. L'élargissement de la couverture. C'est magnifique. Bon, sauf que, et d'ailleurs, de toute façon, il ne faut jamais faire de préjugés. Mais c'est je veux y croire jusqu'au dernier moment. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, sauf que, quand on examine l'expérience de l'État social dans les pays où cette expérience a réussi, on a quand même envie de se dire quels sont les facteurs de réussite, pour qu'on puisse les comparer avec notre réalité aujourd'hui, et simplement pour essayer d'avancer dans la réflexion. Quelles sont nos chances de réussir? Alors, il y a au moins aussi 2 conditions qui me paraissent essentielles. 2. La première, je l'ai dit en fait, c'est l'état de droit. C'est un état démocratique. Est-ce que nous avons aujourd'hui un état démocratique? Difficile. Voilà, vous regardez même les classements internationaux sans trop de jugement, mais on n'est pas classé comme étant un état démocratique. Ça, il y a un problème. Il y a un problème donc un état de droit qui reste encore à construire. Le deuxième, il est tout simplement financier. Parce que la sécurité sociale, la protection sociale généralisée au sens large, est d'abord une affaire financière pour sa durabilité. Vous savez, aujourd'hui, même dans les pays en Occident, quand on entend parler de la sécurité sociale, on parle de ces problèmes financiers. Donc, ça veut dire que la condition de la durabilité, c'est d'abord un système de financement qui soit lui aussi, évidemment, conséquent et durable. Et ça, là aussi, alors, regardez, qu'est-ce que les pays occidentaux ont fait après la Seconde Guerre mondiale? Eh bien, ils ont construit ils ont fait des réformes. D'abord, au niveau de leurs systèmes fiscaux, ils ont mis en place des systèmes fiscaux précisément qui reflètent d'ailleurs, qui conjuguent à la fois l'efficacité et l'équité, si vous voulez, et la solidarité. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui ont, évidemment, mis d'abord le paquet sur l'impôt général sur les revenus, un impôt réellement généralisé sur les revenus, mais surtout aussi
avec une très forte progressivité. On a du mal à imaginer quand on voit nos misérables débats ici sur un taux supérieur de 38%, vous avez des gens qui poussent des cris, etc. Mais savez-vous que aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, etc., pendant toute la période, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, disons entre la fin de la guerre jusqu'à la fin des années 70, les taux supérieurs, évidemment, pour des revenus élevés, pouvaient atteindre 96%. La moyenne, c'était 81%. 81%, vous imaginez? Et pourtant, personne n'avait dit que l'économie allait s'effondrer. Au contraire, c'était des années de prospérité. C'est même les années de prospérité depuis la guerre. Personne n'a dit que cette forte imposition allait décourager l'investissement, etc. 80, c'est la moyenne. C'est une moyenne sur l'ensemble. Mais vous avez des pics. Regardez le livre de Thomas Piketty, tout simplement. Thomas Piketty, il explique ça avec des graphiques, avec des figures, etc. Et vous voyez tout ça. Il y avait aussi, bien évidemment, l'imposition du capital, l'imposition des successions, les successions d'ailleurs aussi avec une très forte progressivité. Bref, c'est vous dire que il n'y a rien sans rien, il y a un prix qu'il faut payer. On a voulu l'État social, et ben on a mis en place un système fiscal efficace. Pourquoi efficace? Parce qu'il collecte, il mobilise l'assiette fiscale, il mobilise les ressources internes. Oui, et donc, il permet effectivement d'alimenter les caisses de l'État pour financer cet effort considérable, évidemment, de généralisation de la protection sociale, mais en même temps, il le fait de manière solidaire. Et c'est précisément pour marquer, c'est-à-dire la protection, c'est de la solidarité, la protection sociale, c'est de la solidarité, son financement est également fondé sur des bases de solidarité. Et donc, vous voyez, là, ben oui, le système a marché, l'expérience a réussi, elle est là, elle est toujours là. Bien. Pourquoi on convoque cette expérience? C'est tout simplement, au moins, nous poser, nous, des questions. Alors, vous voyez, j'ai parlé de l'État-providence, ou de l'État de droit. Parlons du financement. Est-ce que nous avons un système fiscal efficace et équitable? Je pense que là, d'ailleurs, il fait un temps là aussi, on était nombreux à dire, un certain nombre à dire que ça n'est pas efficace, ça n'est pas équitable. Maintenant, tout le monde le dit. Je vous renvoie aux assises fiscales. Tout le monde le dit. Bon, très bien. Mais alors, et ensuite et ensuite, on voit bien, malheureusement, qu'il n'y a pas de volonté de réforme fiscale. Vous savez, déjà, les 169 recommandations des assises avaient été ramenées à 10 recommandations choisies par le ministre des Finances lui-même. Évidemment, il a choisi les recommandations qu'il a voulues. Après, on a mis 3 ans, alors qu'il avait promis que la loi cadre, on était en 2019, il avait promis que la loi de finances de 2020 allait être fondée sur la loi cadre issue de ces assises. On a attendu 3 ans, vous savez, la loi cadre est passée durant l'été dernier. Et ensuite, lorsque vous la voyez, mais il n'y a rien. On est très, 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 très loin du compte. Et même cette loi cadre, est-ce que vous croyez... Regardez le programme du gouvernement. Regardez le programme du gouvernement. Est-ce qu'il y a dans ce programme l'ombre d'une réforme telle que... Pas telle qu'on la souhaiterait, telle qu'elle s'impose. Si on veut être conséquent. Si on veut être conséquent même de financer pour financer cette... Donc vous voyez, on instaure on lance comme ça un générique. Très joli, très beau. L'État social, qui peut être contre? On est tous pour. Mais ensuite, quand on voit le détail, malheureusement, on ne voit pas les conditions objectives du succès de ce programme. Alors, moi je souhaite quand même qu'on y arrive. Même si ça sera différemment, j'espère qu'on y arrivera. Mais permettez-moi de vous dire d'être sceptique, très sceptique, parce que je répète, il n'y a pas de mystère. Là, là aussi du point de vue du financement, il
faut quand même savoir qu'on est un pays qui n'a pas de ressources extraordinaires. On n'a pas de rente pétrolière, ou la gazière, j'espère qu'on l'aura un jour, mais pour l'instant, de toute façon, on n'a rien. Donc, qu'est-ce qu'on a pour financer nos dépenses publiques, si ce n'est la fiscalité? C'est tout. Moi, je dis toujours, la fiscalité, c'est, pour faire le parallèle avec une entreprise et le bilan d'une entreprise, c'est les capitaux propres, c'est les fonds propres d'un pays. Parce que c'est les ressources qu'il peut puiser sur l'économie, sur les activités du pays. Donc, or le système tel qu'il est aujourd'hui, vous savez, depuis longtemps, je développe ce concept d'autosuffisance fiscale, qui est très simple, hein. C'est-à-dire, par rapport à des dépenses publiques, par rapport aux dépenses du budget de l'État, quel est le taux de couverture de ces dépenses par le système fiscal, donc par ce système fiscal tel qu'il est aujourd'hui. Mais vous savez, le taux d'autosuffisance est de 55%. Comment, dans ces conditions-là, voulez-vous d'abord échapper à l'endettement? Parce qu'il est évident, parce que vous pouvez, les 55, vous pouvez augmenter avec disons, les recettes fiscales les recettes ordinaires non fiscales, différents types, vous pouvez monter à 62, 63, 64. Mais il vous restera toujours un bon tiers, au moins, à financer par l'endettement. Donc, ce système, en même temps, génère de manière corrélée, automatique, de l'endettement. Alors, le résultat, c'est qu'on est aujourd'hui quasiment à un taux d'endettement de 100%. On est quasiment à 100%. Ça veut dire quoi? Au-delà du débat sur la soutenabilité ou pas, on atteint un seuil difficile. Le poids sur le budget devient difficile à soutenir. Et donc, comment faire? Vous ne voulez pas faire de réforme fiscale, vous ne voulez pas non plus actionner le financement monétaire, ça, voilà un autre tabou. Mais ça, que Ben Kelmareb religieusement ferme, mais qu'est-ce qui reste? Il reste la bricole qu'on fait aujourd'hui, il reste l'endettement. Jusqu'à quand? En tout cas, difficile d'imaginer qu'avec ça, on puisse, encore une fois, financer un projet de protection sociale, l'État social, vous voyez, ambitieux. Vous parlez de l'endettement, alors allons-y sur l'endettement. Justement, une question par rapport à ça. Le recours à la ligne de précaution, ça veut dire quoi? Quel est le message à comprendre en filigrane? C'est quoi la ligne de précaution? D'abord, il faut quand même l'expliquer. Parce que souvent, on dit la ligne de précaution. C'est quoi la ligne de précaution? Alors allez-y, définissez. C'est une ligne de crédit demandée en extrême urgence. C'est un crédit demandé en extrême urgence. Honnêtement, je vous assure, c'est une escroquerie. Je m'explique. Le FMI vous dit, je mets à votre disposition. Je mets à votre disposition. Mais je ne vous donne pas. Je ne vous donne pas. Je mets à votre disposition un montant déterminé. Le jour où vous en aurez besoin, on discutera les conditions de l'octroi. Mais en attendant, je mets à votre disposition. C'est pas gratuit. La simple mise à disposition, écoutez, vous payez. Vous payez. Vous payez. Alors vous imaginez, nous avons payé, on a 4 LPL, parce que chacune de 2 ans. Pendant 8 ans, nous avons payé sans consommer. Je dis toujours, c'est comme si vous allez chez l'épicier à côté, vous prenez un jus d'orange, vous le payez, vous le laissez et vous sortez. C'est ça, la LPL. D'accord. C'est quand même incroyable. Et je vous dis, à la limite, parce que il y a aussi une ambiguïté. C'est comme une assurance, c'est-à-dire on paye le recours. J'y arrive. On nous disait, mais c'est quand même une assurance, c'est une garantie, ça veut dire que le FMI, on est dans la grâce du FMI et c'est bon, c'est bien sur les marchés, etc. Ok. Mais alors, d'abord, je répète encore une fois, je peux comprendre une première fois, une deuxième fois, mais on l'a fait 4 fois. Parce qu'il y a un moment où l'une des deux, soit que vous savez que vous en avez réellement besoin,
Ben, vous l'utilisez. On aurait dû l'utiliser en 2015, en 2016, je ne sais pas. Si, au bout de 3, 4 ans, vous ne l'utilisez pas, ben, il faut arrêter. Déjà, donc, le fait que ça ait duré jusqu'en 2020, il fallait la pandémie, jusqu'en 2020, c'est incompréhensible. C'est juste incompréhensible. Mais j'y arrive. Alors, le dénouement. Je vous dis, alors, donc, je crois que c'était en juin 2020, enfin, on a utilisé. On a pris les 3 milliards, très bien. Mais on a payé encore. Je veux dire, c'était des conditions d'un crédit ordinaire. On a payé et on paye aujourd'hui encore les intérêts, etc. Et c'est là où la question, l'ambiguïté, et je dis l'arnaque, je le répète, je le dis clairement. L'une des deux. Si c'est une assurance, vous êtes assuré. Quand il y a un problème, ben vous ne payez pas. Justement, vous avez été assuré. Si vous avez été assuré, s'il arrive un problème, vous ne payez pas. C'est l'assurance qui paye pour vous. Donc, on aurait dû prendre le crédit sans payer, puisqu'on a déjà payé. On a payé depuis 8 ans, on avait payé. Donc, on prend le crédit. Mais s'il faut payer, s'il faut en plus payer, donc ça veut dire qu'on a payé pendant 8 ans sans consommer, et quand on a eu besoin de ce crédit, il a fallu encore le payer, je dirais presque comme n'importe quel crédit. Enfin, c'est incompréhensible. C'est en cela où je dis c'est de l'arnaque. Et je vais vous dire, savez-vous combien de pays? Vous savez, il y a 200 pays dans le monde, hein, et le FMI, on veut compter sur lui. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est un produit financier pour le FMI, simplement. Vous savez, ils font de l'argent avec de l'argent, c'est tout, c'est des banques. Encore une fois, on ne comprendra rien si on oublie cette banalité. La Banque mondiale est une banque d'abord. C'est d'abord une banque. Je veux dire, ils gagnent de l'argent avec de l'argent. Et donc pour eux, LPL, c'est un produit financier. Après, chaque 3-4 ans, ils sortent des produits financiers. Donc ce produit financier qui s'appelle la LPL, à votre avis, combien de pays dans le monde? 2-3. Même pas. Pendant, je crois, 2 ou 3 années, ils étaient 2. Il y avait le Kosovo, je crois, ou le pays qui est à côté. Un pays au milieu de l'Europe, dans l'ex-Yougoslavie. Un pays qui est à côté. Je pense que c'est le Kosovo ou c'est un pays à côté. Bref. Et le Maroc. Et ce pays, je répète, j'ai oublié le nom, ce pays de l'ex-Yougoslavie a arrêté et nous on n'a pas arrêté. Et on a continué. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est qu'il y a malheureusement, les journalistes ne se posent pas des questions, mais il faut, la moindre des choses, c'est un minimum de transparence sur ces choses-là. Quand en juin 2020, on a finalement, on a donné l'information. Oui, le Maroc a utilisé la LPL, etc. Mais est-ce que vous avez, vous, en tant que journaliste, que vous savez à quelles conditions? Non, pas du tout. J'ai posé la question, j'ai pas reçu. Il n'y a pas de... Parce qu'on ne peut pas vous le dire, parce que c'est à sauter au plafond. Il y a même... Rien que le nom, la ligne de précaution, ça rejoint un peu ces schémas prédisposés de pensée qui persistent à confondre crédit avec aide. Vous savez, les termes qu'on utilise souvent, aide financière au lieu de dire crédit, tout simplement. C'est ligne de précaution alors que c'est un crédit. On est sur la dialectique et on est sur cette... Bon, bref. Mais il faut bien comprendre une chose, on est dans la logique, une conduite. Je répète encore une fois, vous ne faites pas les réformes nécessaires, donc la réforme nécessaire pour puiser les ressources de manière normale sur l'économie. Qu'est-ce qui vous reste? Puisque vous n'avez pas de ressources particulières, ordinaires, l'OCP, oui, cette année, il va donner quelque chose, mais les établissements publics... Je peux vous dire, sur 15 ans, 20 ans, les établissements publics assurent 3-4 points des ressources du budget, c'est tout. 3, 4, 5 points, c'est tout. C'est insignifiant. C'est ce que j'appelle, vous passez aux 2 tiers à peu près, de 55 à 60% avec les ressources fiscales, vous passez à 65%. 4-5 points. C'est pas significatif. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste l'endettement.
eh bien vous endettez, vous endettez, vous endettez, vous endettez. Entre parenthèses, quand on a pu, il y a 15 ans ou 20 ans, quand on avait pu, quand il y avait encore des bijoux de famille à vendre, ben on l'a fait. Ça a été les privatisations. Là aussi, on a vendu les bijoux de famille. Il ne reste pas grand-chose, ou ce qui reste apparaît délicat. Donc vous voyez, l'endettement, les privatisations, ça s'arrête. On bricole, évidemment, on sort sur le marché international, etc. On fait des trucs comme ça, la LPL, tout ça, très bien. Et on tourne en rond. Et alors, vous savez, maintenant, vous aurez peut-être que vous allez me poser la question, donc, puisque c'est dans la continuité, c'est moi non, mais parce que là aussi, c'est une question au cœur du débat public, et je pense que c'est une des questions, malheureusement, là aussi, qui n'est pas débattue. C'est ce qu'on appelle, alors l'expression est jolie, les financements innovants. Vous avez entendu ça, dans les 3-4 lois de finances, à chaque fois on vous sort les financements innovants. Maintenant d'ailleurs, en ce moment même, on nous dit que les financements innovants qui devaient rapporter 12 milliards, vous devrez rapporter 20 milliards pour disons, trouver les financements de compléments, etc. C'est quoi les financements innovants? Les PPP sont inclus dedans? Non? Ouais, pas ça. Les financements innovants, ce qu'on appelle les financements innovants depuis 2 ou 3 ans, dans le budget de l'État, alors on finance, on connaît ça, c'est le leaseback. Concrètement, l'État, alors on va dire fluidifier les actifs. Vous voyez les expressions, c'est très joli là. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'État va prendre ses actifs, ça veut dire le patrimoine. Vous allez prendre l'hôpital à Vissel. L'hôpital, vous entendez bien. On a pris 5 hôpitaux, CHU, 5 CHU. Et qu'est-ce que l'État dit? Il prend, alors, ensuite, la CMR. Pourquoi la CMR? La CMR, et il dit à la CMR, vous allez acheter, et donc me payer le prix de ces 5 CHU. Très bien, mais alors bon, mais évidemment, en même temps, le CHU va continuer à fonctionner comme un CHU. Donc il dit, je vous le vends, mais vous ne le prenez pas, c'est moi qui le garde. Donc en fait, au lieu d'être propriétaire, je deviens locataire. Et donc je paie à la CMR un loyer. Un loyer. Sur 30 ans, 40 ans, c'est des longues durées. Et alors, là aussi, le contrat devrait prévoir à la fin des 30 ou 40 ans, une reprise. Vous voyez un peu? Vous imaginez un peu là aussi ce que... Non mais d'abord, est-ce que c'est pas choquant que l'État cède un patrimoine d'abord je parle de CHU, hein, au moment où on parle de l'État social. Mais passons. Aucune cohérence. Le plus grave, c'est qu'encore une fois, on est dans l'opacité absolue. Malheureusement, là aussi, moi je regrette sincèrement, les journalistes ne posent pas les bonnes questions. Mais enfin, on ne peut pas passer. Mais simplement d'abord, l'information. Ok, vous faites cette opération, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord à quel coût? À quel coût? Ça veut dire que maintenant, concrètement, l'État va chaque année sortir un loyer. Il va payer le loyer sur un endroit qu'il avait en propriété. Qu'il détenait. Ouais. C'est de l'argent qui va sortir du budget de l'État. Bon. Ensuite, à la sortie, alors là d'ailleurs c'est intéressant de vous pouvez voir à quel point tout ça est ambigu alors qu'il s'agit quand même de notre argent, de l'argent public. Vous savez, là il y a un débat, enfin une divergence entre la Cour des comptes et le ministère des Finances. La Cour des comptes dit que c'est un simple emprunt, c'est un endettement. Donc ça veut dire qu'il faut, puisque si dans le contrat, l'État doit reprendre au bout de 40 ans, donc ça en fait ça revient à une histoire c'est la dette. Et donc la Cour des comptes dit il faut que l'équivalent de ces financements innovants figure dans la dette publique. Le ministère des Finances dit non, c'est pas de la dette.
c'est une cession. Mais alors, l'une des deux. C'est ça qui est incohérent. Si ce n'est pas de la dette, donc dites-nous définitivement que c'est une vente. Mais alors pourquoi vous payez? Comment est-ce que vous arrivez à cette situation où vous vous dépossédez de quelque chose que vous utilisez? Je répète encore une fois, c'est pas, si ça aurait été un terrain nu quelque part, pas de problème, mais c'est l'hôpital Avicenne. Je veux dire, c'est du CHU. Comment nous convaincre que vous vendez quelque chose que vous utilisez, qui est au cœur de l'État social et du service public, etc. Et vous nous qu'est-ce qu'il y a d'innovant là-dedans? C'est une privatisation pure et simple. Je répète encore une fois, l'une des deux, si c'est le point de vue de la Cour des comptes, c'est de la dette. Si c'est le point de vue du ministère des Finances, c'est une privatisation qui ne dit pas son nom. Mais le commun des citoyens que vous êtes et que je suis, nous ne sommes pas en mesure de le savoir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'information, parce que c'est l'opacité absolue. Et je vous dis, on est au cœur de l'actualité, parce que vous savez qu'avec ce qui se passe, en plus, regardez la loi organique des finances, toutes les données, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une loi de finances rectificative. Je veux dire, aucune des hypothèses de la loi de finances ne tient la route. Niet, le ministère, le gouvernement refuse la loi de finances rectificative. Et alors, qu'est-ce qu'on nous sort? On nous sort des choses comme ça. On nous dit, mais de toute façon, on va y arriver, on va boucler, l'OCP va nous donner 8 milliards de plus, et les fameux financements innovants vont nous reporter encore 8 milliards de plus, et on va arriver. Bon. On tourne un peu cette page, on va. Tout à l'heure, on parlait de crise sanitaire. En pleine crise pandémique, il y a eu un fait marquant, historique même, la normalisation avec Israël, des rapprochements à l'appel en industrie, dans la défense, dans le droit, dans l'enseignement, en agriculture, avec cette fameuse histoire des avocatiers, etc. Bref, and the list goes on. Est-ce que le Maroc est, à votre avis, est-ce que le Maroc est en train de se transformer en base arrière, en une base arrière d'Israël? Et qu'est-ce que rapporte concrètement cette normalisation du point de vue économique au Maroc? Bien. D'abord, le principe. Parce que je pense que je vais parler économie. Mais sur une question comme celle-ci, je suis désolé. Je ne peux pas ne pas d'abord m'exprimer sur le terrain du principe, de l'éthique, des valeurs. Depuis qu'on est né, vous, moi, même si je suis plus vieux que vous, on est tous nés et on a grandi dans cette immense injustice historique qu'a été la dépossession du peuple palestinien de sa terre, l'exil. Et depuis toujours, c'est pas la peine de remuer les histoires de arabes, nations arabes, c'est pas ça. Ça aurait été un peuple du Nicaragua ou d'Afrique. C'est un principe, une injustice historique comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Et alors j'ai juste envie de dire à ceux qui ont manifestement n'ont pas de problème à renier ce qu'il disait hier seulement. Qu'est-ce qui a changé sur le problème palestinien? Qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans, là 3 ans, là 10 ans, là 20 ans, pour qu'on change de position? C'est une simple question. Qu'est-ce qui a changé? Je veux dire, je parle de ceux qui aujourd'hui
sont les chantres de que vous dites, du rapprochement, de la normalisation. J'ai envie juste de les regarder les yeux dans les yeux. Leur dire. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé pour que vous changiez votre position? Et puis le volte-face, il est d'une violence inouïe. Donc, je veux rester mesuré dans mes propos, mais effectivement, il y a des choses qui sont extrêmement choquantes. Donc, moi, je dis très simplement. Mais là aussi, je voudrais préciser une chose. Moi, je n'ai aucun problème avec le peuple israélien, je n'ai aucun problème avec les juifs marocains, je n'ai aucun problème. Sauf que, ça aussi, soyons clairs. Quand même, vous ne pouvez. Je parle des juifs marocains qui, c'est leur choix. Personne ne les a mis dehors, qu'on soit clair. Ils ont fait un moment leur choix, ils sont partis en Israël. Ils ont fait leur vie en Israël. Ils ont consolidé le système politique qui, aujourd'hui, réprime les Palestiniens. Peut-être même qu'eux-mêmes, leurs enfants, sont les soldats. Les soldats qu'on voit malheureusement à longueur de journée dans les vidéos, qui tuent les enfants palestiniens, qui répriment la population. Peut-être, mais en tout cas, mais ils sont partie prenante, une composante d'un système politique, d'un État. Certains d'entre eux ont été piégés. Ok. Ouais. Ce que je veux dire par là, autant je n'ai aucun problème avec les juifs marocains. Au contraire, c'est plus que... Je ne vais pas vous dire, vous faire l'hypocrisie des meilleurs amis, c'est pas ça la question. Ce que je veux dire très simplement, très honnêtement, c'est que je n'ai aucun problème, et bien au contraire, je serais heureux. Et combien j'aurais été heureux, ça semble, si la question palestinienne étant réglée, bien sûr que tout est permis, tout serait permis, tout serait. Je serais le premier à être un militant de retrouvailles, Le problème, malheureusement, c'est qu'il y a la question palestinienne est toujours là, et moi je le dis simplement, clairement, tant que la question palestinienne est vivante, elle est là, impossible de faire comme si. Ouais. Mais je remets encore une fois, c'est une question de valeur, c'est une question de principe. Ça veut dire que c'est pas négociable, on ne discute pas les valeurs. Difficile de fermer les yeux sur la stratégie de colonisation de la Cisjordanie, des atrocités infligées au peuple palestinien, etc. Je ne peux Maintenant, pas. sur la question de la normalisation. Alors, sur la question, je rappelle, je fais cette précision parce qu'elle est importante. Maintenant, oui, parlons économie. Quelques indicateurs simples. Il suffit de lire dans n'importe quelle donnée statistique internationale. Le PIB d'Israël fait facilement 12 à 15 fois le PIB du Maroc. PIB par tête. Le PIB par tête, je dis bien. Du Maroc est de $3 000. Israël, c'est 40 000, autour de 40 000, 42 000. Voilà. Ça, c'est le premier chiffre clair, net. On n'est pas entre des partenaires à peu près équivalents, qui ont des choses à échanger, parce qu'on est sur un rapport classique, sur un rapport de force déséquilibré, de fait. Qui se fatigue à se dire en développement, et une puissance. Une puissance, un pays développé, avec tous les critères du développement, soyons clairs. Un pays développé. Deuxièmement, un pays développé, pas dans n'importe quel secteur. C'est un pays développé dans les secteurs de pointe. Les points forts d'Israël, c'est les nouvelles technologies, c'est les biotechnologies, c'est le numérique, c'est les points forts. Je dirais même dans les secteurs classiques, par exemple l'agriculture, ils ont énormément évolué. Je veux dire, il y a 20 ans,
Il y a 30 ans, ils exportaient la tomate, par exemple, en Europe, comme nous. Mais vous savez, maintenant, ils n'exportent plus. Ça ne les intéresse pas d'exporter la tomate. Ils exportent, enfin, déjà depuis longtemps qu'ils exportaient, la semence. C'est-à-dire qu'ils vont dans ce qui est la vraie valeur ajoutée, ils vont à l'amont, ils maîtrisent la connaissance et la technique, donc ils sont très forts sur ce plan. Bien. Alors, ceci étant, on va se dire, le Maroc et Israël vont coopérer. Donc ils vont faire des échanges, à commencer par les échanges commerciaux. On est d'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on a à échanger? Voilà, question simple. Qu'est-ce qu'on a à échanger? Évidemment, qui fait qu'on puisse se dire, c'est du donnant-donnant, c'est à peu près équilibré, ça veut dire on a autant à gagner que eux aussi. Ça, c'est normal, hein, mais on a quelque chose à gagner. Or, malheureusement, encore une fois, quand on voit la structure des économies, on dit, qu'est-ce qu'on peut leur exporter dont ils auraient besoin? Qu'est-ce qu'on peut leur exporter? C'est quand même une question qu'il faut qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on a à exporter? Eux, évidemment qu'ils ont tout à nous exporter. Tout ce qu'ils font, on en a besoin. Ben oui, on en a besoin. Mais tandis que nous, qu'est-ce qu'on peut leur exporter? On voit l'agroalimentaire, le textile, la confection, les voitures, même, je veux dire, les voitures, quelques composantes. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'on va exporter quelque chose. Je ne dis pas qu'on a strictement rien, mais c'est évident qu'on est dans un schéma où la relation, en fait, va être celle on va dire du cheval et du cavalier. Et ce n'est pas, répète encore une fois, c'est un constat qui procède de l'état des économies qui est un fait objectif. C'est tout. À partir du moment où vous savez quel type d'économies vont échanger et vont coopérer, vous savez qui c'est qui va gagner à l'échange. Avec l'Union européenne, pour rester, mais enfin, ça fait 50 ans qu'on est avec des accords d'association. Comment se fait-il qu'on n'a jamais eu une balance commerciale excédentaire, enfin, depuis au moins 1974. Jamais un excédent commercial avec l'Union européenne. Toujours déficitaire. Enfin, c'est en dépit de nos exportations agricoles, Avec les États-Unis, pareil. On est en déficit avec tous les pays avec lesquels on a signé des accords de libre-échange. Enfin, ça nous interpelle. Donc, comment est-ce qu'on peut nous faire croire, nous convaincre que l'échange, je commence par le plus important, qui est l'échange commercial. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut nous convaincre que cet échange commercial peut être bénéfique? Malheureusement, ça va être encore un poste de déficit supplémentaire. Et ça ne peut être que ça, encore une fois, en dépit de tout. Alors, on nous dit, le tourisme. 150 000, on parle de 200 000. Okay. 400 000. Sur les 13 millions de touristes qu'on a reçus. La dernière année normale, on va dire, en 2019. C'est quoi? Ben quand même, il faut quand même se poser la question. Je veux dire, c'est pas rien. Je ne suis pas en train de oui, c'est un fait important quand même. Mais je veux dire, c'est... Encore une fois. Et alors ça, il faudrait voir les choses se dérouler. Mais moi d'abord, quand je vois aujourd'hui les publicités qui sont en train d'être faites par l'Arabe pour aller visiter en Israël. Il faudrait peut-être, dans quelques années, faire la balance aussi entre ça, entre les Israéliens qui viennent, donc les devises qu'on reçoit, et les devises qu'on transfère là-bas. Attention. Mais en tout cas, ça ne me paraît pas quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est pas ça qui va nous permettre d'atteindre les 20 millions de touristes que nous étions censés atteindre en 2020 et que manifestement c'est encore autre. C'est pas ça qui va nous permettre d'atteindre cela. Quand même, c'est clair. Bon, j'essaie de voir comment cette relation économico-commerciale peut être
avantageuse pour le Maroc. Je vous assure, j'essaie en toute bonne volonté. Peut-être, pour être clair, peut-être que des hommes d'affaires feront de bonnes affaires. Oui, notamment d'ailleurs parmi ceux qui s'agitent, que vous voyez dans des hommes d'affaires, de là-bas et d'ici, feront de bonnes affaires, probablement. Est-ce que le pays fera une bonne affaire? C'est une autre affaire. Et ça, pour rejoindre un peu le point que vous évoquez là pour l'instant, le secteur privé jouera toujours un rôle central dans le développement de notre pays. Bon, même si les pouvoirs publics ne sont pas forcément des observateurs neutres de la vie économique. Dernière petite question, parce que le temps tourne très vite. Par rapport, peut-être deux questions, j'ai encore deux questions à vous poser. Vous dites dans un article publié dans Réflexions sur le modèle de développement marocain. Alors, page 17, que le modèle marocain repose sur la volonté de mettre en place une économie de marché et il est basé sur une croissance tirée par l'exportation. Et pour cela, il a fallu orienter tous les efforts consentis en matière d'investissement et de production vers la satisfaction prioritaire de la demande externe, autrement dit, une politique orientée export. Est-ce que cela revient à dire finalement qu'on est en train de vendre le Maroc pour 3 fois rien? Je ne dirais pas ça comme ça. Ce dont vous parlez, en me citant, c'est un des deux choix fondamentaux qui ont structuré l'économie marocaine depuis 50 ans. Je dis, depuis 50 ans, on a fait deux choix majeurs. Un, l'économie de marché, le secteur privé. On a fait le pari que le secteur privé serait ce moteur, ce dynamo qui va investir, créer de l'emploi, etc. Okay. Et l'autre, c'est le modèle de croissance tiré par les exportations. C'est dans le modèle de développement, on connaît ça. Ça veut dire l'idée qu'un pays doit exploiter ses fameux avantages comparatifs. On revient à Ricardo. Et ensuite, à partir des avantages comparatifs, il se spécialise. Par la spécialisation, on va se spécialiser dans ce qu'on sait faire. Et en sachant faire cela, on va produire des biens compétitifs et on va pouvoir conquérir le marché extérieur, etc. Il y a une logique du modèle tiré par les exportations. C'est pas en soi. Il y a une logique. Encore une fois, la question, au-delà du débat théorique sur le pourquoi et le comment, je veux être très simple sur ces choses-là. C'est-à-dire, indépendamment du fait qu'on peut être pour ou contre, on évalue objectivement, c'est-à-dire par rapport aux objectifs. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, et c'est pas aujourd'hui, c'est pas il y a 5 ans, 10 ans, je répète, on a une expérience de 50 ans. C'est-à-dire, sur 50 ans. Encore une fois, je reviens à l'essentiel du travail de l'économiste, l'affectation des ressources. Nous avons affecté nos ressources, quand je dis ressources, nos ressources naturelles, bien évidemment, ressources humaines, ressources financières, ressources organisationnelles. Du fait de ce choix, nous avons prioritairement affecté nos ressources pour développer ce modèle exportateur. Ça veut dire, là aussi, au détriment d'autres choses, parce que là aussi, c'est le béaba de l'économie, c'est le coût d'opportunité. Évidemment que quand un dirham, vous le dépensez là, vous ne l'avez pas dépensé là. Donc ça veut dire que les ressources qu'on a affectées à ce choix pour l'export, on ne l'a pas affecté justement à satisfaire des besoins internes, à développer des productions qui répondent aux besoins internes. Si par exemple dans le domaine de l'agriculture, si aujourd'hui encore, et dans le contexte de la crise, nous ouvrons nos yeux sur l'ampleur de notre dépendance alimentaire, nous importons... Bien évidemment, sur autre chose en tout cas. C'est juste pour dire que ce choix pour l'export n'est pas gratuit. Il est coûteux. Et donc, au moins, étant aujourd'hui en étant droit, de se dire, par rapport aux objectifs
que ce modèle s'est fixé pour lui-même. C'est lui qui s'est fixé. C'est lui qui a dit je vais développer, je vais des exports, je vais donc avoir une balance commerciale, une balance de paiement excédentaire. Avec ces ressources, je vais attirer des investisseurs étrangers. On est d'accord. Donc par rapport à ces objectifs, qu'en est-il aujourd'hui? Oui, c'est une démarche très objective. Je ne juge pas d'après ce que moi j'aurais voulu. Je juge d'après les résultats du modèle lui-même. Et là, on l'a dit, on ne peut pas, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est complètement raté. Je répète, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le taux de couverture des importations par les exportations, même si c'est la crise, parce qu'elle a bouleversé un petit peu les choses, mais on est autour de 56-57%. Sur les 20 dernières années, on est autour de 52-53%. Le taux de couverture, ça veut dire en gros, sur les 20 dernières années, après 50 ans de développement de ce modèle, export, on est dans un schéma où lorsqu'on importe 100, on exporte 52. Vous prenez là comme vous voulez, on importe le double, quasiment le double de ce qu'on exporte. Voilà, ça se passe de tout commentaire. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter? Je peux ajouter, si vous voulez, d'autres indicateurs, de multiples indicateurs. Mais les faits sont là. Et donc, quand je reviens, là aussi, moi je veux être objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne dis pas ce modèle est bon ou mauvais, par principe, par idéologie, etc. Je dis, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas produit les résultats attendus. Et donc il faut changer. Clair. Voilà, on ne peut pas. Il faut changer ce qui ne marche pas. Clair. Sur le nouveau modèle de développement, j'ai vu le billet que vous avez publié je sais plus, il y a 3 semaines ou un mois, sur le nouveau modèle de développement. J'ai eu une discussion avec Abdessamad Naimi, qui se trouvait être un juriste et journaliste, qui a lâché une phrase, et désolé, je vais le citer encore une fois. Justement, ce qu'on reproche au nouveau modèle de développement, c'est l'absence d'un récit qui serait susceptible de mobiliser l'énergie calorifique des gens. Qu'est-ce que vous reprochez à ce nouveau modèle de développement, si Aqsbi? Si vous pouvez, si on peut, si ça peut tenir sur. Vous savez, c'est pas pour dire, je vais pas faire de la promotion de la chaîne que j'essaie d'animer, mais sur la chaîne, vous avez au moins, en français, pour lui, 3 ou 4 interventions, le débat notamment, à mon avis, intéressant, qu'on a eu à la MSE, à l'Association marocaine de sciences économiques, un débat contradictoire, intéressant. Donc, je veux dire, pour ceux que ça intéresse, il peut. Maintenant, si vous me demandez en quelques phrases, vous dire ce que je reproche, moi, la première chose que je reproche à ce modèle, c'est qu'il a raté d'abord le diagnostic. Et en ratant le diagnostic, forcément, on rate la solution, on rate le remède. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire le diagnostic? Malheureusement, je vous assure, parce que dans cette commission, il y a quand même des gens de valeur. Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas la valeur intrinsèque de chacun. C'est qu'en groupe, ils se sont imposés des lignes rouges. Alors, là, ils se sont imposés des lignes rouges. Ça veut dire, et des lignes rouges sur le fond. C'est quoi concrètement? D'abord, le diagnostic. C'est-à-dire, quand vous faites un rapport de ce genre, on vous demande, on vous dit, analysez l'expérience et dites-nous ce qui ne va pas pour prévoir ce qu'il faudrait faire. C'est pas ce qu'ils ont fait. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont allés sur le terrain, collecter la data, etc., rencontrer des gens. C'est pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui cloche? Alors, je vais vous dire. Je parle de diagnostic. C'est quoi le diagnostic? Il dit, vous analysez dans l'expérience qui a eu lieu sur les 50 dernières années, donc dans les choix, dans les politiques des 50 dernières années, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous donne des exemples, tout simplement, par exemple, pour prendre simplement les 20 dernières années, pas la peine d'aller bien loin. Les plans sectoriels. Cherchez dans le nouveau modèle de développement, dans la partie analyse, diagnostic, une analyse objective, si possible critique, des plans sectoriels. Qu'il s'agit du plan Maroc vert, du plan accélération, du plan Azur. Cherchez, vous ne trouverez rien. Les grands chantiers.
Les autoroutes, le TGV, les stations balnéaires, les trucs. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des problèmes. C'est le moins qu'on puisse dire. Cherchez, vous ne trouverez rien. Les accords de libre-échange dont on vient d'en parler. Tout le monde aujourd'hui, non mais tout le monde, y compris les responsables, les ministres, reconnaissent aujourd'hui qu'il y a un problème. Il n'y a qu'à voir l'Alami, le ministre, quand il a voulu faire sa gueulante sur les Turcs, mais ça parce que les Turcs c'était le Hayt al-Qsawa. Bon, je veux dire, même au gouvernement, aujourd'hui, même au gouvernement, tout le monde reconnaît qu'il y a un problème des accords de libre-échange. Eh bien non, dans le rapport sur le nouveau modèle de développement, vous ne trouverez aucune analyse critique, sérieuse, crédible de ce. Vous imaginez? Je veux dire, le cœur, je dis bien, des choix qui ont conduit à l'échec, pour lequel vous êtes là, pour lequel la commission est là pour discuter. Le cœur a été évacué. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et donc, du coup, vous allez voir, puisqu'on a évacué cette analyse, lorsqu'il faut passer aux propositions, eh bien, on va tout proposer sauf la remise en cause de cela. Vous avez vu quelque chose qui... Vous savez, je ne veux pas être dur, hein, quand même, mais je vous assure, sur certaines questions, ils ont été en deçà de ce que, quelques semaines après, des ministres, les responsables du gouvernement ont avancé. Je veux dire, malheureusement, on a l'impression qu'ils se sont tellement imposés, je veux dire, des plafonds de verre, sur tout ce qu'on leur a dit ou ce qui a semblé être des questions sensibles. Évidemment, parce qu'elles relèvent d'autres instances. Alors, je répète encore une fois, si vous ne faites... Moi, je n'aime pas... Je répète, je comprends je comprends les sensibilités, je comprends les susceptibilités, je comprends tout ça. Mais encore une fois, ce n'est pas... On ne va pas critiquer pour titiller X ou Y, mais c'est parce que c'est incontournable pour pouvoir aller vers les bonnes solutions, vers les solutions qui s'imposent. Mais si vous interdisez cela, vous interdisez tout le reste. C'est ça qui est dommage. Et je vous assure, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Dernière question, CRSB. Mettons la normalisation de côté et tout ce qu'on vient d'évoquer là à l'instant. Au regard du conflit actuel qui oppose la Russie et l'Ukraine, comment le Maroc devrait se positionner dans ce qui semble se présenter comme un nouvel ordre mondial? Avec le dollar qui se prend une raclée, est-ce qu'il faut considérer peut-être davantage l'axe Pékin-Moscou? Okay. D'abord, je pense que on est vraiment à mon avis, je crois que c'est le tournant là. Je sais que très souvent, on utilise cette expression un peu à tort et à travers. Un tournant, la croisée des chemins, tout ça. J'ai l'impression, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression qu'on est véritablement un tournant. Allez, pourquoi? Je vous mets les raisons objectives. Voilà. Premièrement, ben oui, c'est quand même la première fois, après la chute du mur de Berlin, que une puissance envahit un autre pays et que l'OTAN, qu'on croyait moribond, soudain reprend du poil de la bête. Et surtout, on assiste quand même à des choses extraordinaires, c'est aussi des moments de vérité. On a l'impression vraiment que des camps sont en train de se cristalliser, de se confectionner, avec l'état des camps d'ailleurs, parce que qui aurait pu imaginer? Je vous dis, les masques tombent. Oui, la démocratie, l'état de droit, la liberté, les libertés en Europe occidentale, qui, honnêtement, moi, je n'aurais jamais imaginé qu'en Europe occidentale d'aujourd'hui, on interdise des chaînes de télévision. Je veux dire, c'est des pratiques de république bananière. Donc, c'est pour vous dire que c'est des moments de vérité où, au-delà du froufrou, du discours, de la com, je veux dire, les masques tombent. Et on a l'impression qu'à nouveau, on est en train, malheureusement, d'évoluer vers un nouveau schisme. Des camps qui vont
de plus en plus se marquer et donc s'affronter avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Bon, première chose. Deuxième chose, moi ce qui... Alors, évidemment que l'impact économique tout de suite, on le voit, et en particulier, alors je rejoins avec ce qu'on a dit aussi, parce que j'ai dit tout à l'heure que la pandémie a fait émerger la question de la dépendance, donc de l'absence de souveraineté, etc. Mais il y a aussi, avec la hausse des coûts, la hausse des prix, des cours des produits, aussi bien des produits pétroliers que des produits alimentaires, parce que les acteurs en guerre en ce moment, évidemment, sont des acteurs importants. Oui. On prend conscience encore plus de la fragilité de la situation. Et surtout, on prend encore plus, je rappelle, ça avait commencé avec la pandémie, c'est encore plus flagrant aujourd'hui, la fameuse mondialisation heureuse. Enfin, c'est une... C'est une hérésie. Chacun peut constater maintenant que ça vole en éclats. Qu'est-ce que ça veut dire la mondialisation aujourd'hui? Donc, on est, si vous voulez, à un moment où plus personne aujourd'hui ne croit en les vertus des chaînes de valeur, des chaînes logistiques. On a vu là aussi l'impact de la pandémie ou même aujourd'hui de la guerre sur les chaînes de valeur. Donc, on est dans un moment où des vérités apparaissent, des tabous tombent, évidemment, il en découle des remises en cause. Et à mon avis, je pense que la première des remises en cause, j'essaie de passer de la situation géopolitique à l'économie. Je pense que la mondialisation, telle qu'on l'a vécue sur les 30 ou 40 dernières années, a vécu. Alors, est-ce que forcément on va assister à de nouvelles pratiques protectionnistes, par exemple? On parle de relocalisation, par exemple. À mon avis, il serait trop hâtif de s'exprimer tout de suite, parce que c'est une dynamique qui se fait sur plusieurs années, ça ne se fait pas comme ça. Mais en tout cas, ce qui me paraît certain, c'est ce besoin de rapprocher les sources d'approvisionnement, de production, des sources de consommation. La mondialisation, telle qu'on l'a vécue, c'était, il voulait nous faire entrer dans une sorte de fiction que le village est planétaire, la planète est un village, et que donc il n'y a pas de problème d'accès ni aux biens, ni aux services, etc. À mon avis, ce dogme s'effondre. Quels que soient les reclassements, les recompositions des économies, je répète, je préfère être prudent, parce que c'est un processus qui prendra du temps, mais en tout cas, je pense que les économies vont chercher, si vous voulez, si ce n'est pas des relocalisations pures et simples, concrètement, Renault rapatrie en France son usine de Shanghai. J'ai dit ça comme ça. Bon. Si ce n'est pas ça, c'est la recherche de la proximité. Et donc, du coup, c'est pour vous dire que je pense que le pendant de ce reflux de la mondialisation pourrait être le regain de la régionalisation. C'est-à-dire une sorte de volonté de rechercher quand même la proximité, mais tout en étant quand même dans une logique d'avantage comparatif. Et donc c'est pour ça que moi je dis par exemple, notre région peut avoir, théoriquement en tout cas du moins, elle a une chance réelle. Vous dites région, c'est-à-dire la région, alors on peut prendre la région euro-méditerranéenne, Okay. La région euro-méditerranéenne, ça peut être la région simplement de la Méditerranée occidentale, peu importe. Mais c'est une région où on peut, dans la proximité, reconstruire
des chaînes, des chaînes de valeur de notre nature. L'autre élément qui me paraîtrait, peut-être qui a une relation avec la question notamment des matières premières et des produits pétroliers, c'est la question de l'environnement et des changements climatiques. Vous voyez aujourd'hui, sous les effets d'une crise, les cours du pétrole s'envolent, surtout l'accès à la ressource, pour l'Europe par exemple, aujourd'hui l'accès au gaz russe. Devant une telle situation, mais plus personne ne pense à l'environnement. On va réhabiliter les énergies fossiles, on va aller chercher le pétrole de la fracturation américain. Je veux dire, j'espère me tromper, mais j'ai vraiment l'impression que soudain, face à l'urgence de garantir l'approvisionnement en énergie, eh bien, tout le reste passe au second plan. Et ça, c'est grave. Parce que déjà, vous savez qu'on est très en retard par rapport aux engagements de la COP. Très en retard. Alors, si non seulement on ne va pas dans le sens, mais on prend des mesures qui vont à l'encontre, qui vont tout à fait dans l'autre sens, c'est grave. C'est très, 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 très grave. Vous voyez. Alors, pour répondre quand même un mot sur le Maroc, j'ai dit, on a une chance. Moi, je pense que, honnêtement, théoriquement, bien sûr, qu'on a des cartes à jouer. Je veux dire, dans cette dynamique de relocalisation, régionalisation, oui, on peut avoir des cartes à jouer. Après tout, on a d'abord notre position géostratégique, géopolitique. C'est quand même le Maroc, incontestablement, il suffit de regarder la carte, on a une position privilégiée. On a quand même aussi des infrastructures intéressantes. Donc, il y a une partie des conditions. On est loin de remplir toutes les conditions, loin de là. Mais il y a les débuts de quelque chose qui pourrait effectivement constituer un cadre, un climat qui pourrait attirer donc ces flux d'investissement, etc. Maintenant, le plus important, si on veut réellement réussir, c'est évident que il faut qu'on fasse les réformes incontournables, nécessaires. Ce sont ces réformes-là, et quand je dis réformes à tous les niveaux, aussi bien politique, économique, social, je veux dire, les réformes qui vont faire apparaître le Maroc comme un pays qui est réellement un pays attractif. C'est-à-dire où les investisseurs viendraient s'installer, tout en étant sereins, rassurés sur leur investissement. Vous voyez ? Et donc, ce sont les réformes. Hein. Il n'y a pas autre chose. Ce que demandent les investisseurs internationaux, c'est d'abord la paix, la sécurité, la rentabilité. C'est normal, c'est du capitalisme. Ils ne vont pas venir pour les beaux yeux, ils vont venir pour gagner de l'argent. Il faudrait trouver les formules qui fassent du gagnant-gagnant. Du gagnant-gagnant. Et pour cela, il faut faire les réformes nécessaires qui rendraient le Maroc un pays véritablement attractif. J'invite tous ceux et celles qui nous regardent et qui nous écoutent d'aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne du professeur Najib Arsbi. Vous faites un travail remarquable. Merci beaucoup, Sine Arsbi. Je vous dis à très bientôt.